Nous allons maintenant écouter Giovanni Tuzet, qui est professeur de philosophie du droit à l'université Bocconi à Milan. Et il est spécialiste d'épistémologie, de philosophie du droit, aussi de théorie économique et de théorie de l'argumentation. Sa présentation s'intitule « IA et témoignages ». Merci bien. Je remercie moi-même les organisateurs de ces colloques. Et comme excuse préliminaire, je vais dire, comme d'habitude, quelque chose, à savoir, vous avez une connaissance meilleure du sujet dont nous parlons aujourd'hui et demain. Et la seconde chose est que vous parlez mieux que moi la langue française. Donc je m'excuse des erreurs que je vais faire, soit au contenu, soit à la forme. En tout cas, mon sujet est l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport au témoignage. Je vais discuter deux choses brièvement. La première est si on peut utiliser l'IA pour évaluer un témoignage humain, et ça, c'est pas très étrange, disons. La seconde question qui est plus étrange est si l'IA elle-même peut fonctionner comme une forme de témoignage. Donc, si on peut apprendre, si les êtres humains peuvent apprendre des choses grâce à une IA ou à l'IA qui fonctionne comme un témoin. Donc, ça, c'est l'idée. Et je vais discuter certaines de ces idées par rapport au domaine juridique, comme c'est mon domaine, disons, d'enseignement. Voilà, donc je vais commencer avec un exemple qui est l'un, je crois, des exemples plus typiques dans la littérature philosophique sur les témoignages. Il y a beaucoup d'articles, de livres qui prennent ces cas comme les cas typiques. Demander son chemin en passant. Donc, typiquement, il y a quelqu'un qui dit « Excusez-moi, savez-vous où est la gare ou le Collège de France ?» Et la personne dit « Oui, tournez à gauche, etc. » Merci, au revoir. Ça n'arrive non plus à moi. Je pense que plus personne ne fait ça. Aujourd'hui, nous utilisons Google Maps. Il est très rare, pas impossible évidemment, il arrive quelquefois, mais c'est très rare. On utilise Google Maps ou d'autres systèmes si vous voulez. Et l'idée, c'est que ce système nous donne de l'information qui est peut-être plus économique, plus fiable que l'information qui vient des êtres humains, parce qu'avec les êtres humains, il y a des problèmes de différentes sortes. Je ne veux pas discuter cela, c'est un peu intuitif, je pense. Donc, nous utilisons Google Maps, peut-être parce que c'est plus reliable ou pour d'autres raisons. Dans ce sens, les systèmes fonctionnent comme une source d'information, ce n'est pas nécessairement un témoin, mais dans les cas que je vais montrer après, il y a quelque chose qui est plus proche d'un témoin humain. C'est un cas qui concerne Alexa. Je ne sais pas si vous utilisez Alexa chez vous, ou Siri, ou d'autres trucs semblables. Et vous pouvez assister à un dialogue de ce type. Il va pleuvoir demain, dit par Alexa, et la personne demande comment le sais-tu. Pardon, il y a deux humains qui parlent. L'un dit il va pleuvoir demain, l'autre dit comment le sais-tu, et l'autre répond Alexa me l'a dit. Donc, une analyse philosophique un peu, disons, intuitive de ça, c'est que la personne a formé une croyance sur le fait que demain il va pleuvoir. La source d'information est Alexa, et dans ce cas, Alexa a utilisé des mots, a utilisé un output verbal pour dire au sujet qu'il va pleuvoir. Donc, apparemment, on peut dire que le sujet a appris quelque chose par une forme de témoignage grâce à Alexa. Et si la croyance qui est formée est vraie, et si c'est basé sur Alexa est une façon justifiée de former des croyances, évidemment, on peut dire que selon la définition traditionnelle des connaissances comme croyances vraies et justifiées, le sujet connaît qu'il va pleuvoir. Donc, a une connaissance à propos de la pluie de demain grâce à Alexa qui a opéré comme source de justification de la croyance, qui semble être quelque chose de très proche du cas du témoignage humain traditionnel.
Selon les sites d'Amazon, Alexa est un service intelligent, ce n'est pas une personne évidemment, intelligent de reconnaissance vocale et de compréhension du langage naturel. Il répond aux questions et aux commandes. J'avais la tentation d'écrire elles répondent, ils répondent, je ne sais pas, mais bon, disons que comme service, il répond aux questions et aux commandes. Et nous pouvons apprendre des paroles d'Alexa, même si le service n'a ni croyance ni intention. Et là, c'est les problèmes philosophiques que nous avons déjà discutés aujourd'hui à plusieurs reprises. C'est évident, je pense, qu'Alexa n'a pas de croyance, n'a pas d'intention, au moins, au sens standard selon lequel les êtres humains ont des croyances et des intentions. Et malgré ça, il y a une manière d'apprendre quelque chose grâce aux mots prononcés par Alexa ou pour Siri ou à autres services intelligents. Donc là, je pense que pour les épistémologues, pour ceux qui s'occupent d'épistémologie et en particulier de la théorie du témoignage, pas uniquement dans les contextes juridiques, mais aussi dans la vie quotidienne, etc., il y a un problème ici intéressant. Une question intéressante qui est la suivante. Faut-il réviser notre concept de témoignage, peut-être, face à ces possibilités technologiques d'utiliser ces services ou ces trucs, ces IA comme des témoins? Devons-nous modifier, réviser notre concept traditionnel de témoignage qui a à faire avec des êtres humains comme cas central? Évidemment, il y a des cas aussi un peu périphériques dans le concept, dans l'idée traditionnelle, parce qu'on parle aussi de témoignages écrits, on parle de témoignages dans des sens un peu différents, si on regarde la littérature sur ça. Mais le cas central, évidemment, le témoignage d'une personne vivante, d'un être humain. Et ici, il faudrait, disons, rendre les concepts moins stricts de façon à inclure dans l'idée des témoignages, pas seulement les témoignages par des êtres humains, mais aussi par des services intelligents comme Alexa ou Siri et autre chose. Le problème philosophique est, comme je l'ai dit, que ces systèmes n'ont pas de croyances, au moins au sens standard. Donc oui, est-il possible un témoignage sans croyance de la part du témoin? Ça, c'est quelque chose qui est en tension, je voudrais dire, avec les concepts traditionnels, mais je pense que le problème peut être résolu si on utilise une conception du témoignage comme celle qui a été défendue par Jennifer Lackey. En anglais, elle applique son idée de statement view of testimony, c'est-à-dire l'idée que la chose intéressante, ce n'est pas la croyance du locuteur, de la personne qui parle, qui dit quelque chose, mais c'est le message qui est envoyé, ou le statement, ou l'assertion, si vous voulez utiliser un autre mot. L'exemple très célèbre qu'utilise Lackey, c'est l'exemple de l'enseignante ou professeur, je ne me souviens pas, créationniste qui, malgré ça, enseigne la théorie darwinienne de l'évolution à ses étudiants. Et la personne ne croit pas que les choses dans l'histoire du monde se sont passées d'une certaine façon, mais enseigne cette théorie et donne des informations aux étudiants qui peuvent former leurs croyances à propos de ça de façon justifiée, comme c'est l'enseignant qui parle. Et donc, il peut y avoir une connaissance à propos de ça, même si la source, l'enseignant, en ce cas, ne croit pas à ce qu'elle ou il enseigne. Donc, si vous acceptez une idée de témoignage comme focalisé sur les statements et pas sur la croyance du locuteur, vous pouvez accommoder, disons, réviser notre concept de témoignage de façon à inclure les outputs des machines intelligentes ou de Alexa ou d'autres choses. Un problème plus sérieux, je pense, c'est l'idée que quand même, il faut une certaine intention communicative ou informative pour qu'il y ait un témoignage. L'enseignant qui ne croit pas à la théorie darwinienne d'évolution, quand même, a une intention communicative ou informative par rapport aux étudiants. Et ça, ce n'est pas le cas avec Alexa.
Bien, alors on a des stratégies qui sont peut-être des stratégies d'intentionnalité dérivée ou autre chose. Peut-être on peut réviser notre concept traditionnel de témoignage sur une base intentionnelle avec une idée différente de l'intentionnalité qui est pertinente ici. Et de cette façon, peut-être on peut, disons, à la fin, être d'accord sur un concept de témoignage qui est suffisamment large pour inclure les témoignages des machines et des IA. Je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponse nette à la question que je pose à ces questions, parce que oui, je pense que beaucoup des questions que je considère ici sont des questions ouvertes. Donc, il m'intéresse plus à présent de présenter les problèmes, de discuter les problèmes que de, disons, défendre une réponse spécifique à chaque question que je considère. En plus, je pense que la réponse à ces questions dépend au moins d'une certaine partie des contextes ou domaines. Comme vous le verrez, je vais focaliser mon attention sur le domaine juridique où je pense qu'il y a des problèmes particuliers qui déterminent des difficultés supplémentaires pour l'adoption d'une conception assez large de témoignages qui inclut les témoignages des machines. Donc il y a des problèmes spécifiques dans le domaine du droit. Donc on pourrait dire, oui, mais peut-être dans la vie quotidienne, on peut être suffisamment généreux et dire qu'il y a les témoignages d'Alexa, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut le dire de la même façon dans le domaine juridique, dans le domaine d'un procès en particulier. Vous verrez l'exemple que je vais donner. Bien que, ici, il y a un contre-argument, le domaine juridique, c'est un domaine intéressant parce que avec des stipulations définitoires, par exemple par les autorités de la législation, on peut bien changer les concepts quotidiens, le vocabulaire quotidien et pas nécessairement le vocabulaire juridique. Donc, dans certains côtés, on pourrait dire, bon, le droit peut fonctionner avec un concept de témoignage qui est différent et plus généreux, disons, du concept ordinaire. On peut inclure les témoignages des machines, etc. Si le législateur décide que le mot témoignage va être utilisé dans cette façon, bon, il n'y a pas de problème. Les juristes vont faire ce que le législateur a dit. Mais vous verrez que dans le domaine juridique, il y a des raisons pour, disons, résister à un usage assez large du mot témoignage et du concept de témoignage. Je vais dire quelque chose d'abord sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine de la preuve juridique, dans lequel vous pouvez voir qu'on est passé d'un certain nombre d'outils traditionnels aux techniques de l'IA qui sont utilisés pour des buts divers est intéressant. Par exemple, il y a ici une petite liste d'utilisation juridique de l'IA dans le domaine de la preuve. Un logiciel de génotypage probabiliste, un logiciel de reconnaissance vocale ou faciale, ce sont des choses assez connues, je pense. L'analyse textuelle pour établir la paternité d'un texte. Si un texte, on ne sait pas exactement qui a écrit ce texte, l'analyse textuelle peut aider. Les estimations à partir de Google Maps pour vérifier un alibi. Caméra de surveillance qui catégorise ce qu'il voit, évidemment, celle du trafic de drogue et communique avec la police de façon immédiate. Donc la police peut immédiatement aller sur place et vérifier ce qui se passe. Ce sont des choses qui existent déjà, que les forces de police utilisent. Et il y a des problèmes de fiabilité là-dessus, mais je ne vais pas discuter ça. C'est juste pour vous donner des exemples d'utilisation de l'IA dans le domaine de la preuve juridique ou de la reconstruction des faits pertinents dans un contexte juridique. Autre chose que je dois préciser, les exemples que je vais donner sont variés, peut-être il y a des exemples qui sont vraiment des cas de IA et des exemples qui ne sont pas vraiment des cas de IA. Il y a peut-être des choses qui
rentrent dans l'idée d'IA au sens large, des choses qui ne rentrent pas dans l'idée d'IA au sens strict. Donc oui, il faut faire attention à ça, mais peut-être on peut discuter ça à la fin. Les fonctions pour lesquelles juridiquement on utilise des systèmes d'IA dans le domaine de la preuve sont les suivantes. C'est une autre liste. Ceci est une liste de fonctions, pas une liste d'outils. Enquêter sur l'affaire et recueillir des preuves, évidemment c'est la fonction fondamentale. Analyser les preuves recueillies, on a des traces, on va les analyser avec des outils d'IA. Produire de nouvelles preuves, ça c'était la chose peut-être plus intéressante. Évaluer les preuves présentées au procès et finalement décider sur les fonds. On peut décider avec un IA, on peut évaluer les preuves avec un IA, on peut produire de nouvelles preuves avec un IA, etc. etc. Donc ces fonctions peuvent être disons, mises au jour grâce à des systèmes d'IA. Je vais dire quelque chose sur les points qui sont indiqués. Vous voyez les index ICO. Produire de nouvelles preuves et évaluer les preuves présentées au procès sont les choses que je vais discuter plus en particulier dans la présentation. Je vais commencer par l'évaluation des preuves et en particulier l'évaluation du témoignage humain fait par une IA. Sans oublier que la chose, je pense, encore plus intéressante, c'est la génération d'un témoignage par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la génération d'une nouvelle preuve, de quelque chose de nouveau qui s'ajoute aux preuves existantes, s'il en existe, et qui donne plus d'informations pour décider les cas à la fin. Il y a des travaux dans la littérature sur le témoignage en droit qui cherchent à dire des choses comme la suivante. Quand il faut évaluer la fiabilité d'une source de témoignage, il faut préciser certains paramètres ou propriétés de la source du témoignage, mesurer les variables pertinentes, et à la fin, on a quelque chose comme une mesure de la fiabilité. Quand on dit, par exemple, la source est fiable au 70%. Parfois, on lit des choses de ce type et ce n'est pas clair ce que ces évaluations veulent dire. Et les tentatives de préciser l'idée sont par exemple, comme celui de Cham qui dit qu'il faut surtout clarifier les variables, par exemple la véracité de la source, l'objectivité de la source et la sensibilité observationnelle de la source. On va distinguer de façon analytique, conceptuelle les trois choses et après on va mesurer la véracité, l'objectivité, la sensibilité observationnelle de la source. Ça c'est intéressant, je pense, c'est un pas pour clarifier un peu les problèmes, mais ce n'est pas les derniers mots, parce que comme je dirais tout de suite, il y a des problèmes quand même qui restent à résoudre. Un des problèmes est que ce type d'évaluation semble être typiquement une évaluation ex ante ou a priori. On a des données sur la source et on va mesurer, si possible, sa véracité, objectivité, sensibilité observationnelle. Mais c'est autre chose qu'évaluer, disons, de manière plus précise, les témoignages spécifiques ex post, après les témoignages. Pardon. Je veux dire, il y a probablement quelque chose qui doit être fait après les témoignages. J'ai l'impression que des tentatives comme celui de Cham sont plutôt focalisées sur une évaluation ex ante. L'autre problème que je vais discuter est un problème de catégorisation ou de reference class, comme le disent les Anglais, à propos du témoignage. Parce que si d'un côté il y a des avantages qui sont l'efficacité du processus, gain de temps, absence de fatigue, et il y a dans une certaine mesure l'absence des biais dans l'évaluation d'un témoignage, parce que idéalement il n'y a pas d'impact du sexe, ethnicité, âge, profession, etc. Même si on sait qu'il y a des problèmes, mais si les données
si l'algorithme est bien produit, disons, il n'y a pas de problème de ce type, mais les problèmes qu'on a sont les problèmes des biais possibles dans les algorithmes, disons, pour la manière dont ils sont produits, des problèmes peut-être dans les données d'entrée, et l'opacité des choix des classes de référence. Ça, c'est, je pense, un sujet qui se superpose avec ton exposé. Quand quelqu'un dit « la source est fiable à 70%, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est très mystérieux. Au moins qu'on va spécifier les types de problèmes, la classe de référence en particulier. Disons qu'il y a un témoignage à propos d'un accident. Dire que la source est fiable à 70% veut dire quoi? Que dans toutes les conditions, la source dit la vérité 7 fois sur 10? Ou que dans toutes les conditions d'accident, la source dit la vérité 7 fois sur 10, ou que dans toutes les conditions d'accident de nuit, la source, etc., ou toutes les conditions d'accident de nuit avec un temps pluvieux, etc. Donc il faut évidemment choisir la classe des références, ça c'est un problème crucial, difficile à résoudre. Et au fur et à mesure qu'on va ajouter des spécifications, évidemment, on termine avec une classe qui a un membre unique, qui c'est le cas qu'on va discuter. Donc ça, c'est pas très intéressant. Et surtout, on n'a pas les informations sur les cas précis. Ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un témoin. Donc oui, il y a ce problème-là dans l'évaluation d'un témoignage humain fait par un IA. Là, je viens à l'autre sujet que je veux discuter, que je pense est plus nouveau, c'est le témoignage fait par une machine elle-même, ou par une IA elle-même. Donc la nouvelle question par rapport à la question classique, si les machines peuvent penser et si les machines peuvent faire des assertions. Ça, c'est la question avec laquelle j'ai commencé avec mon exemple d'Alexa et autre chose. Est-ce que les machines peuvent faire des assertions et donc peuvent opérer comme des témoins ou de façon analogue aux témoins humains? Si oui, l'idée, c'est que les outputs vocaux des machines ou systèmes d'IA sont analogues, au moins, aux énoncés humains, c'est-à-dire analogues aux assertions des êtres humains sur les faits pertinents. Donc, il faut répondre oui à cette question si on veut utiliser une machine ou une IA comme témoin. Et la chose intéressante, c'est que de cette façon, on aurait des preuves testimoniales générées par l'intelligence artificielle elle-même. Donc, autre chose que l'évaluation par une intelligence artificielle d'un témoignage humain, évidemment. Il faut noter une autre différence qui est intéressante. Une chose, c'est le nombre d'informations qui sont stockées dans un système et présentées comme preuve. Autre chose, c'est l'information générée par un système. On peut utiliser la catégorie bien connue d'IA générative pour donner une idée de ça. Donc, un système peut générer des informations nouvelles qui peuvent être traitées comme un témoignage sous certaines conditions, en particulier si le système produit un output verbal ou vocal qui est très très proche de ce qui arrive avec des témoins humains. Et la chose intéressante, c'est de penser que ce type de témoignage peut être le résultat d'apprentissage de la machine et de l'interrogation par un humain. Donc il y a cette dimension, disons, dialectique au sens classique, d'interaction verbale entre un humain qui pose des questions et la machine qui répond. Et la chose intéressante est que dans le domaine juridique, où il s'agit d'un cas où les faits ne sont pas clairs, est-ce qu'il y a un conflit entre les parties? Ce n'est pas une situation collaborative, disons. Donc, il y a des conflits, donc il y a des versions des faits qui sont différentes, et tout est plus compliqué que dans un contexte quotidien où les gens sont, disons, intéressés à échanger de l'information pour faire quelque chose de façon meilleure, avec un esprit de collaboration, etc. Dans un procès, il y a un conflit. Donc, ça rend les choses plus problématiques pour accepter l'idée d'un témoignage de machine.
Deux exemples d'apprentissage et d'interrogation d'une machine. Le deuxième est plus intéressant, je pense, que le premier. Il y a des algorithmes de lecture labiale, comme vous le savez, qui indiquent ce qui a été dit dans une vidéo lorsqu'il n'y a pas d'audio disponible. On peut penser que le système, s'il est suffisamment bon, peut apprendre au fur et à mesure qu'il est exposé à beaucoup d'interactions labiales et donc finalement le système peut améliorer ses prestations. Second exemple, un logiciel de reconnaissance d'objets en temps réel, ça existe déjà, sur les caméras corporelles de la police indiquant à l'agent si une arme à feu ou un smartphone est dans la main du suspect. Évidemment, ça peut faire une différence assez significative parce que si le logiciel dit au policier le sujet a une arme à feu, peut-être les policiers a une excuse pour utiliser son arme à feu contre le sujet. Donc, vous voyez, ça devient assez disons, délicat du point de vue de l'utilisation de ces systèmes. Là, un cas réel qui m'a intéressé, je le prends d'un article très beau de Andrea Roth de Berkeley, qui s'appelle l'article Machine Testimony, et il y a ce cas que je trouve très, très intéressant. Le cas s'appelle US versus Lizarraga Tirado, un cas de 2015. Vous voyez ici la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et la situation était la suivante. Paciano Lizarraga Tirado avait été arrêté et accusé d'entrée illégale aux États-Unis. Il avait admis avoir été arrêté dans une zone reculée près de la frontière américano-mexicaine, mais il affirmait avoir arrêté au Mexique. Donc, ça, c'était illégal. Alors qu'il attendait les instructions d'un passeur. Donc, il dit, oui, bon, j'étais là-bas pour cette raison, mais j'étais pris au Mexique, sur le territoire du Mexique, donc c'était illégal. Un agent de police a témoigné au procès, disant « J'ai utilisé un GPS pour déterminer notre position par satellite, puis j'ai saisi les coordonnées dans Google Earth. » Et la réponse a été la suivante. Vous voyez, il y a la frontière aux États-Unis, Mexico, et là, c'est l'endroit où les policiers et Paciano étaient au moment de l'action du policier. Okay? Donc, c'était les États-Unis. Ça, c'est la preuve qui est donnée par les policiers pour, disons, montrer que l'action n'était pas illégale. Google Earth a placé une punaise numérique, je ne sais pas si la traduction est correcte en français, l'original est TAC, Digital TAC, sur la carte, étiquetée avec les coordonnées indiquant que le lieu se trouvait au nord de la frontière. Donc, tout était légal. La défense, ça c'est l'argument juridique que je trouve rigolo, la défense affirmait qu'il s'agissait d'un oui-dire. En anglais, c'est hearsay. Et donc d'une preuve irrécevable. Comme vous le savez, en général, dans les droits anglo-américains, on ne peut pas utiliser les hearsay, oui-dire comme preuve. Donc les témoignages de deuxième degré ou de troisième degré, a fortiori, etc., ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils sont trop peu fiables pour opérer comme des preuves. Donc la défense dit, mais là c'est oui-dire, c'est un hearsay, donc on ne peut pas utiliser ça. Et pourquoi? Parce que les policiers disent Google Earth m'a dit ça. et la défense dit objection, ça c'est hearsay. Tu ne peux pas utiliser ça pour prouver ton fait. Donc l'output du système est un hearsay ou pas? C'est quoi? C'est un témoignage de deuxième ordre? Donc la preuve est un témoignage de deuxième ordre ou quoi? Et l'argument de la Cour d'appel est intéressant parce que la Cour d'appel dit alors la punaise numérique était une, je cite, une claire assertion, a clear assertion, ils disent.
Ça, c'était le truc hein, avec les chiffres. Hein. C'est une claire assertion. De sorte que si elle avait été placée manuellement sur la carte par une personne, il s'agirait d'un oui-dire classique. Donc le contrefactuel veut dire, oui, si nous imaginons une personne qui dit 1, et l'autre dit, oui, l'autre personne m'a dit 1, ça c'est un oui-dire classique. Mais c'est la machine qui a indiqué le lieu. Donc c'est quoi? C'est un hearsay de façon machinale ou quoi? Là, il faut consulter, pardonnez les détails un peu techniques, les règles sur la preuve. Celle-ci, c'est la règle Federal Rule of Evidence 801. Il y a dans le système fédéral aux États-Unis des règles sur la preuve qui incluent cette règle sur le témoignage et sur le hearsay. Et la règle dit le suivant, pardonnez les technicalités. By definition, statement means a person's oral assertion, written assertion, or non-verbal conduct, like putting your finger, if the person intended it as an assertion. Donc, en principe, ça pourrait aller. The declarant means the person who made the statement, and there's hearsay when the statement is such that the declarant does not make while testifying at a current trial or hearing, and a party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement. Donc, le cas de Paciano, c'est un cas de hearsay ou pas. Ils ont dit que c'est une assertion claire, mais vous voyez qu'il y a un problème d'interprétation de ce texte, parce que le texte parle d'une assertion orale ou écrite ou non-verbal conduct d'une personne. Donc on ne peut pas interpréter ce texte comme un texte qui inclut aussi les opérations d'une machine, je pense. Et ça, c'est la raison pour laquelle la Cour rejette l'argument de la défense. Ils disent que les assertions des machines, bien qu'elles soulèvent des inquiétudes quant à leur fiabilité, sont simplement les produits des processus mécaniques et par conséquent assimilables à des preuves matérielles. Ils disent mechanical evidence, ils disent quelque chose de ce type. Est-il exact? Je ne sais pas, mais c'est curieux, c'est un argument curieux parce qu'ils disent d'un côté que le tag de Google Earth est une assertion, une claire assertion, mais à la fin, ils disent ben, c'est pas à nous dire parce que c'est pas une personne, c'est autre chose, c'est un système mécanique, un processus mécanique. Donc c'est un peu contradictoire. Cette question a été traitée, je pense, par cette Cour de façon un peu contradictoire, et donc les droits au temps présent aux États-Unis sur ces questions-là est un peu, disons, on ne sait pas vraiment comment traiter ces sources d'informations et ces informations données par des machines ou des systèmes d'IA. Et cela vaut aussi, je pense, pour le système européen, pas uniquement pour les droits aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, on a partout un problème de ce type. Comment traiter les informations données par des systèmes de ce type du point de vue de la preuve juridique? Une chose que les juristes disent très souvent est que la chose plus simple serait de traiter cela comme une preuve d'expert. Donc il faut demander à un expert, est-ce que le système est fiable, est-ce que le système opère de façon correcte, etc. Et là, on aurait finalement une opinion experte sur la fiabilité du processus. On n'a pas le problème du témoignage au sens de l'extension des règles sur le témoignage humain au témoignage des machines. C'est plutôt autre chose, c'est la preuve d'expert. Ça, c'est une manière de résoudre le problème. Et je pense qu'il y a deux autres candidats, mais je ne peux pas discuter ça en détail. Je pense qu'en général, il y a trois possibilités de traitement juridique de ce type d'information s'il ne s'agit pas de témoignages simples d'un être humain, disons. On peut dire que c'est une question de témoignage d'expert qui va expliquer ce que les machines ou les systèmes d'IA fait. Ou bien on traite ça comme preuve matérielle, ça c'est ce que la Cour avait suggéré dans le cas.
ou bien, et je pense que ça c'est une réaction que beaucoup de juristes en Europe auraient, c'est de traiter ça comme plutôt des preuves documentaires ou documentales, un document, autre chose par rapport à un témoignage oral. Je dis que la question en droit n'est pas seulement conceptuelle parce que des règles différentes s'appliquent. Il y a des règles différentes qui concernent les documents, les preuves matérielles, les témoignages humains. Donc, ce n'est pas juste une question de stipulation conceptuelle par les avocats ou les juges. Il y a des règles appliquées qui sont différentes. Donc, il y a un problème pratique. Pour conclure, supposons de dire, il faut accepter l'idée que les machines et les systèmes d'IA peuvent donner des témoignages. Nous avons des garanties ou safeguards, comme le disent les Américains, procédurales pour éviter certains problèmes de leur utilisation. Par exemple, nous pouvons décider qu'il faut suivre des protocoles opérationnels ou des règles de transparence, mais vous savez que la transparence est en tension avec les secrets commerciaux. En plus, si un système est un système de deep learning, on ne sait pas vraiment comment il apprend des choses, à faire des choses. Il peut y avoir des règles d'authentification et de fiabilité qui sont utilisées dans un procès. Et il y a aussi, ce qui m'intéresse, la manière de tester au procès la fiabilité de certaines informations. Les Américains appellent ça courtroom testing rules. Je vais discuter ça. Il peut y avoir des règles de corroboration qui consistent à dire, voilà, nous prenons l'information que le système artificiel nous a donnée, mais ça ne peut pas valoir comme preuve suffisante, par exemple, dans un cas pénal pour condamner la personne. Il faut avoir des preuves supplémentaires qui ont la fonction de corroborer ce que la machine a dit. Donc la machine peut être une source d'information très importante, très intéressante, mais il faut une corroboration. Donc ça serait l'idée juridique de considérer cette information comme relevante, mais pas suffisante pour une décision de condamner la personne. À propos des tests au procès, au courtroom testing rules, il faut noter, je m'excuse à nouveau pour les technicalities du point de vue juridique, qu'il y a un amendement à la Constitution américaine qui dit le suivant: In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to be confronted with the witnesses against him. To be confronted. Vous voulez voir votre accusateur, vous voulez être en face de l'accusateur. Et la Convention européenne des droits humains dit que everyone charged with a criminal offense has the right to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him. So, the right to be confronted, the right to examine or have examined witnesses. Qu'est-ce que ça veut dire avec des machines? Ça, c'est un peu mystérieux. Donc, comme safeguard traditionnel, ça ne peut pas marcher si on a des machines. Au moins que les machines aient des émotions qui les rendent vraiment très proches des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire la confrontation avec un système d'IA? Qu'est-ce que ça veut dire la présence et l'interrogatoire d'un système d'IA ou les contre-interrogatoires d'un système IA? C'est complètement autre chose parce qu'évidemment, les contre-interrogatoires marchent comme on a des êtres humains avec des émotions. Tu regardes dans l'œil ton accusateur, tu lui poses des questions, etc. Ça ne peut pas marcher, ou bien ne peut pas marcher de la même manière avec un IA. Donc, la nouvelle frontière, je pense, pour la réflexion philosophique, et plus en particulier pour la philosophie du droit, c'est de comment traiter ces possibilités-là. La possibilité d'avoir des informations de ce type par des systèmes d'IA, d'interroger le système, de confronter ce système pour prendre des décisions dans des cas complexes, comme des cas pénals, où il y a des questions
qui ne sont pas claires et des conséquences importantes comme la prison si on va condamner les sujets prévenus. Merci.